Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on regarde un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Milly Adey est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aider nos enfants à se faire des amis. Et puis on va continuer à aider les enfants justement à reprendre le pouvoir sur leurs écrans notamment. On est nombreux à se demander comment s'y prendre. Elle s'est penchée sur la question et elle a quelques réponses à nous donner. Vous allez le voir, c'est l'objet de notre émission. On va parler de la fresque du numérique avec notre invitée Gaëlle Mangeon. Bonjour Gaëlle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Vous êtes animatrice expérimentée de cette fresque du numérique dont vous allez nous parler dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison grâce à la série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire le Clémy. On regarde un nouvel épisode. Bah, qu'est-ce qu'il y a ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen, ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux, tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa cette Muriel. Christelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Vous connaissez sans doute la fresque du climat, cet outil imaginé en 2018 par un expert scientifique du GIEC, un outil qui permet d'appréhender de manière à la fois ludique et pédagogique les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et bien voilà, là, désormais, la fresque du numérique et on vous la présente tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler en duplex, Gaëlle Mangeon. Je rappelle que vous êtes animatrice expérimentée justement de cette fresque du numérique. Alors Gaëlle, depuis son lancement en 2018, la fresque du climat dont je parlais en introduction est devenue un outil de référence. Plus d'1 million de personnes dans le monde ont déjà été sensibilisées aux enjeux climatiques via cet atelier. Et fort de ce succès, eh bien, le modèle a été décliné dans tout un tas de domaines. On trouve ainsi la fresque de la biodiversité, du numérique, du sexisme, de la finance, du numérique. Justement, d'abord, c'est quoi une fresque, Gaëlle? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Je vais peut-être commencer effectivement par expliquer ce qu'est une fresque, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Une fresque, c'est quoi? C'est en fait un serious game, donc c'est un jeu en équipe où on va en fait de façon collaborative manipuler des cartes. Donc, c'est des fresques et des activités qu'on va faire principalement en présentiel pour qu'il y ait un vrai travail en équipe et un vrai échange. On peut bien sûr le faire aussi en visio pour pouvoir faciliter quand on n'est pas près d'un lieu où il y a une activité en présentiel. Mais c'est vraiment une activité ludique en équipe pour manipuler des cartes et pour faire comprendre en fait des concepts, des notions et leurs relations, en général toujours en lien avec un impact environnemental ou sociétal. Vous avez déjà cité un certain nombre de fresques, il y en a plus d'une soixantaine effectivement aujourd'hui. Le but, c'est de sensibiliser les gens pour que derrière ils puissent se mettre en action par rapport à une thématique qui touche à l'environnement ou au sociétal.
Alors Voilà. justement, En gros, les fresques. merci beaucoup Gaëlle pour cette introduction particulièrement utile en effet. Alors justement, vous travaillez pour la fresque du numérique, vous y êtes animatrice depuis quelques années. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est si vous deviez présenter justement cette fresque du numérique? Alors peut-être rapidement, juste pour donner un petit peu d'où elle vient, vous avez parlé de la fresque du climat qui est la plus connue. Et en fait, en 2019, on a 2 animateurs de la fresque du climat, donc Yvain Mounieux et Aurélien Desragnes, qui se sont dit qu'il y avait moyen de décliner effectivement cette vision du lien entre un secteur et entre autres l'environnement, spécifiquement au numérique. Donc cette fresque a été créée en 2019 et lancée en 2020. Son objectif principal, c'est de sensibiliser le plus de personnes possible à la face cachée du numérique et en particulier son impact environnemental et un peu l'impact sociétal pour que les gens puissent se mettre en action. En fait, on a du numérique absolument partout chez nous. On l'utilise à titre perso, professionnel, pour plein d'usages. Hein. On se divertit, on se renseigne. On vous regarde sur une plateforme, par exemple. Voilà, on fait du commerce, on l'a dans des usages professionnels, on l'a partout autour de nous. On va vous culpabiliser à prendre l'avion parce que vous dire que c'est pas bon pour l'environnement, si je schématise un petit peu. Mais on va rarement vous parler de l'impact de vos outils numériques que vous utilisez tous les jours. Et il y en a un qui n'est pas négligeable. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire prendre conscience et de faire mettre les gens en action pour aller vers un usage un petit peu plus sobre du numérique. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, Gaëlle, à mesurer justement l'impact de notre consommation numérique, de notre consommation aussi, de ces outils en ligne dont vous parlez, des plateformes, des réseaux sociaux? Alors oui, ça c'est mesuré, ça fait, allez, on va dire une quinzaine d'années que le sujet a émergé et maintenant c'est vraiment mesuré et des spécialistes travaillent dessus, c'est réactualisé tous les jours. La fresque du numérique, comme toutes les autres fresques, elle s'appuie sur des données scientifiques, donc on s'appuie sur des études qui font référence et si on parle spécifiquement du numérique, par exemple, sur la partie émissions à gaz à effet de serre, hein, on va dire pour simplifier l'impact carbone, ce qui parle au plus grand monde, le numérique au niveau mondial, c'est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est déjà plus que l'aviation civile. Encore une fois, pour revenir sur l'aspect je prends l'avion, c'est pas bien pour la planète. En fait, le numérique, c'est déjà plus. Et le numérique, il se développe tous les jours. Il y en a de plus en plus. Donc, son impact va en croissant. Donc oui, on sait le mesurer. On sait aussi le mesurer en termes de consommation de ressources, puisque le numérique est très, très consommateur de ressources, de matières premières, de minéraux, d'eau, de produits chimiques pour fabriquer tous nos équipements. Donc ça aussi, ça se mesure. Alors, je comprends, Gaëlle, avec tout ce que vous nous dites, que c'est ce qu'on appelle tout ça la pollution numérique. Vous dites d'ailleurs qu'il est primordial de réduire dès maintenant sa consommation énergétique. Mais quels sont les conseils justement que vous donnez via la fresque du numérique à celles et ceux qui vous rejoignent dans vos ateliers ? Alors déjà, bien sûr, on peut donner des conseils. Alors moi, je suis consultante en numérique responsable à côté pour accompagner des organisations. Le but des fresques, c'est que les gens découvrent par eux-mêmes en manipulant un certain nombre de notions, de concepts et d'ordre de grandeur, se les approprient et qu'on leur donne ensuite des pistes d'action. Donc on ne va pas être dans une posture de conseil, mais plus qu'ils s'approprient par eux-mêmes par rapport à leur contexte, s'ils sont étudiants, s'ils sont professionnels, etc., des idées et qui se mettent en action. Je dirais que sur les actions qui sont les plus importantes, c'est qu'en fait on a en gros 70 à 80% de notre impact environnemental sur le numérique qui est sur la phase de fabrication de nos équipements, en particulier de nos équipements utilisateurs, parce qu'on en a beaucoup, il y en a, alors le chiffre il croît tous les jours, on va dire, allez, autour de 35 milliards d'équipements utilisateurs dans le monde. Et vous entendez tous et toutes parler du développement des objets connectés, du métaverse, de l'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à travers en ce moment. Tout ça, ça a des impacts sur la partie équipement numérique et services numériques, et ça croît en permanence. Et 70% de cet impact, c'est vraiment le fait de fabriquer nos équipements. Donc, le principal axe de travail, et qui peut se décliner dans plusieurs types d'actions que les participants aux fresques vont s'approprier et on espère mettre en place ensuite, c'est
optimiser le nombre d'équipements numériques et quand on en a, donc mon PC, mon téléphone, mon imprimante, ma console de jeu, mes écrans, tout ça, les entretenir pour les faire durer le plus longtemps. En fait, toute action qu'on va faire pour éviter de construire un nouvel équipement va avoir un bénéfice puisque ça va diminuer un impact. Donc c'est vraiment le moins d'équipements, le mieux utilisé et utilisé le plus longtemps possible. Ce sont ça justement, Gaëlle, les discussions qui agitent le plus vos participants lors des ateliers que vous animez pour la fresque du numérique. C'est quoi les préoccupations principales de vos participants? Alors tout dépend du profil des participants. La fresque du numérique, donc, je vais redonner au passage juste quelques chiffres. Elle a été lancée en 2020, on est à plus de 100 000 participants. On est à peu près une communauté de 4000 animateurs, animatrices avec une association qui gère tout ça. En fait, on va pouvoir sensibiliser, animer, soit auprès des citoyens, des grands publics, dans des lieux de sensibilisation à l'environnement ou lors de festivals. Mais on sensibilise aussi les jeunes, donc collège, lycée et école supérieure, et bien sûr les professionnels. Donc selon les profils, et puis bien sûr plein d'autres critères, mais déjà si on est tout public, monsieur et madame tout le monde, je dirais, ou si on est étudiant ou si on est professionnel du numérique, on va avoir une sensibilité et des préoccupations qui vont être différentes. Alors, là, si je parle spécifiquement des jeunes... Voilà, c'était ma question. Voilà. Les jeunes, c'est quoi leurs préoccupations? Oui, les jeunes, leurs préoccupations... Pardon, il y a une petite coupure. La préoccupation principale des jeunes, quand donc ils découvrent effectivement souvent cet impact dont ils n'ont pas conscience, là où pour eux c'est compliqué à intégrer, c'est de se dire mais en fait je vis tous les jours avec mon écran, avec des applications dans tous les sens, je vis avec mon smartphone ou avec mon téléphone. Passer à plus de sobriété numérique, et ben ça se fait pas comme ça. Donc ça nécessite effectivement une vraie mise en action, une vraie prise de conscience et une vraie réflexion pour se dire mais en fait c'est vrai, cette application-là finalement j'en ai peut-être pas vraiment besoin et puis plutôt qu'être scotché sur mon réseau social, mais peut-être qu'en fait je peux aller rencontrer mes copains et mes copines et faire un jeu ou faire une sortie culturelle, aller au cinéma, etc. Je crois que c'est vraiment là où c'est le plus dur pour les jeunes, c'est d'accepter, c'était votre introduction, de se déconnecter un petit peu de ces écrans et de passer dans un mode où ils se disent mais en fait est-ce que là j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose. Voilà. Effectivement les questions sont nombreuses qui se sont posées par les jeunes, mais justement vous venez leur apporter une réponse, quelques réponses d'ailleurs avec la fresque du numérique, et ce que je vous propose chère Gaëlle, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Gaëlle Mangeon, animatrice expérimentée de la fresque du numérique. Et Gaëlle, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milly Antwi qui a une idée derrière la tech. Milly, vous allez nous aider aujourd'hui et aider surtout nos enfants à se faire des amis. Justement, au-delà des écrans, on peut se faire des amis dans la vraie vie. Dites-nous tout. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. La capacité à établir des relations sociales saines est cruciale pour le bien-être émotionnel et le développement personnel de nos enfants et de nos jeunes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'amitié chez les jeunes, les défis auxquels ils peuvent être confrontés et des stratégies pratiques pour les aider à cultiver des amitiés qui vont être enrichissantes. Alors Milly, quels sont les défis justement que peuvent rencontrer ces jeunes lorsqu'il s'agit de se faire des amis? Alors il y a certains enfants qui peuvent rencontrer des difficultés à nouer des amitiés en raison de leur timidité, de l'anxiété sociale ou du manque de compétences sociales. De plus, les différences individuelles ou parfois sociales qui se reflètent dans l'apparence peuvent parfois compliquer le processus de création de liens amicaux, alors que, rappelons-le, les relations amicales offrent un soutien émotionnel, aident à développer des compétences sociales, comme la coopération, la communication, la résolution de problèmes et contribue surtout à renforcer l'estime de soi de nos enfants. Ça c'est clair, effectivement. Vive les amis. Quel est l'impact justement de ces amis d'enfance une fois qu'on entre dans l'âge adulte? Les amis d'enfance peuvent jouer un rôle significatif dans la vie d'adulte. Ils peuvent offrir un soutien en continu, partager des souvenirs communs, une compréhension profonde qui contribue à un sentiment de connexion et un bien-être tout au long de la vie. Les relations d'enfance établies dès le plus jeune âge, positives comme négatives, attention, peuvent également influencer la capacité à développer des compétences interpersonnelles et à maintenir des relations sociales positives à l'âge adulte. Aussi, il est important de préciser que le rôle d'influence que peuvent avoir ses amis d'enfance va être important parce qu'il faut aider du coup nos enfants à bien choisir leurs amis afin que ces influences soient positives et non pas négatives. Alors justement, pardon, je vous ai devancé, mais est-ce que vous avez un exemple célèbre à nous partager, Milly? Alors pour parler d'un cas concret, vous connaissez certainement tous Paul Pogba, grand footballeur de l'équipe de France dont je suis fan. Dans un documentaire sorti il y a quelques jours appelé Liaison toxique, on découvre que ses amis d'enfance l'ont harcelé et l'ont racketté à plusieurs reprises ces dernières années et qu'il n'a malheureusement pas su poser de limites. Alors, je ne veux pas vous spoiler le documentaire, alors je vous invite à le regarder et ça nous montre vraiment les dérives de l'amitié et ça vous permet de vous rendre compte que ce n'est pas si évident que ça de prendre conscience de la situation. Non, c'est sûr, il y a un documentaire qui a l'air passionnant en tout cas. En tout cas, comment les enfants peuvent-ils faire justement face au harcèlement ou à l'intimidation lorsqu'ils essayent de se faire des amis, Milly? Alors, les enfants doivent premièrement apprendre à reconnaître les comportements toxiques car parfois ils ne se rendent pas compte de ces comportements. Il faut aussi qu'ils apprennent à exprimer leurs besoins, leurs attentes et demander de l'aide à un adulte en cas de besoin. Et il est crucial pour les parents et les éducateurs de fournir un soutien émotionnel et pratique en enseignant aux enfants des stratégies de résolution de conflits et en intervenant bien sûr lorsque c'est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Est-ce que les parents ils peuvent aider aussi les enfants à imposer des limites strictes et saines, surtout dans leurs amitiés? Poser des limites saines, c'est une compétence qui est essentielle que tous les enfants doivent avoir pour apprendre à établir des relations saines, positives et respectueuses. Les parents peuvent encourager les enfants à écouter leur intuition, à reconnaître leurs propres besoins et à communiquer clairement leurs attentes. C'est des choses qui se font progressivement, d'abord dans le quotidien avec les parents, avec les frères et sœurs, afin qu'ils soient ensuite en mesure progressivement de le faire avec leurs amis. Selon le degré de la situation, il ne s'agit pas pour le parent ou pour l'encadrant d'agir à chaque fois pour cadrer la situation, mais parfois il est préférable d'encourager l'enfant à exprimer sa limite afin qu'il se rende compte qu'il en est capable. Et enseigner aux enfants le respect de soi, des autres. En leur enseignant cela, les parents les aident à établir des relations équilibrées et mutuellement bénéfiques. Alors Milly, quelles sont les stratégies pratiques que les parents peuvent utiliser justement pour soutenir leurs enfants dans la création d'amitié?
Les parents peuvent encourager les enfants à participer à des activités sociales en rejoignant des after-school, des clubs, ou là, en fait, pendant la période de vacances scolaires, des camps de vacances, où ils vont pouvoir rencontrer d'autres enfants qui partagent les mêmes intérêts. Après, pour les plus timides ou les enfants qui ont des passions très spécifiques, on peut commencer à participer à des ateliers en visio, donc en ligne, en visioconférence. Ça peut être une première étape avant d'aller progressivement vers les ateliers en présentiel. Une autre idée également de lancer des petits défis à son enfant en lui demandant par exemple d'aller demander le prénom d'un autre enfant. Et il est également important d'enseigner aux enfants des compétences sociales telles que l'écoute active, le partage, apprendre à partager, la résolution de conflits et les aider du coup à développer leur confiance en soi et leur capacité à initier des interactions. Compétences sociales dont vous nous parlez régulièrement. Milly, en conclusion, le mot de la fin, je vous le laisse. Alors en conclusion, aider ses enfants à se faire des amis, c'est un investissement précieux dans leur développement social et émotionnel, mais pas n'importe quel type d'amitié, des amitiés saines et aux influences positives. Ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas Milly pour cette chronique et nous on continue à parler justement de la fresque du numérique et des dangers peut-être éventuellement avec notre invité, les amitiés en ligne. On en parle avec vous et avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec vous, Gaëlle Mangeon. Je rappelle que vous êtes animatrice expérimentée de la fresque du numérique et vous êtes en visioconférence avec nous aujourd'hui. Alors, vous nous avez exposé justement ce que c'était que cette fresque du numérique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi vous avez décidé de vous engager dans cette fresque. Parce qu'on peut se poser la question, avec tout ce que vous nous avez dit, avec effectivement le transport ferroviaire, maritime, aérien, avec tous ces data centers qui pullulent de plus en plus dans le monde. Est-ce qu'un numérique plus soutenable, comme vous le souhaitez au sein de la fresque du numérique, c'est vraiment possible? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est possible, mais on y croit, en tout cas on y œuvre. Moi, à titre personnel, venant du numérique, pendant des années, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose dans ce domaine-là qui ait un sens et qui soit engagé pour le monde de demain. Donc à la fois pour notre planète et pour l'homme. Et donc c'est naturellement que je me suis orientée vers cette notion de numérique responsable, plus soutenable, c'est-à-dire qui respecte plus l'homme et la planète. Et la fresque du numérique est un formidable outil de sensibilisation pour faire prendre conscience, donc que ce soit grand public, encore une fois scolaire ou professionnel, à ce qui se cache derrière nos outils et nos solutions. Donc c'est vraiment pour moi un moyen de sensibiliser, de planter les petites graines en espérant que ces graines vont vite pousser et se développer. Et il y a particulièrement pour nous deux publics importants qui sont les étudiants qui demain vont être en charge de concevoir et développer les solutions ou les produits numériques. Qui doivent avoir intégré ces enjeux environnementaux, mais aussi plus largement sociaux et sociétaux. Vous venez de parler du rôle de l'amitié des enfants, de leur relation aux écrans. Le numérique peut avoir un aspect positif comme négatif par rapport aux jeunes. Donc ça, il faut aussi qu'on l'intègre. Donc c'est important que nos étudiants et nos futurs concepteurs et tout ça en tête, et ça, il faut commencer jeune. Donc, pour info, on a une version junior de 2 heures. La fresque, c'est en 3 heures, mais on a une version de 2 heures pour les collégiens, typiquement, pour les sensibiliser. Vous intervenez dans les collèges, les lycées et peut-être même les écoles quand ils sont plus jeunes? Alors, on intervient, nous, collèges, lycées, et effectivement, après le baccalauréat, pas quand ils sont plus jeunes, mais on est partenaire de d'autres structures qui vont intervenir, même sur les plus petits, pour les familiariser pour le coup à ce qu'est le numérique, leur expliquer aussi que quand ils utilisent un téléphone, il a peut-être fait déjà plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver chez eux. Donc il y a aussi des ateliers dès l'école primaire qui existent. Comment vous vous différenciez, Gaëlle, d'une fresque des écrans, par exemple, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps sur notre plateau? On a l'impression que les sujets sont quand même assez similaires, non? Alors, c'est bien que vous parliez de la fresque des écrans. Je suis bientôt animatrice aussi de la fresque des écrans. Voilà. En fait, et c'est un partenaire de l'association, on se complète. La fresque du numérique, elle est principalement sur l'impact environnemental et on aborde les aspects sociaux, les aspects géopolitiques
mais on se concentre sur l'aspect environnemental, alors que la fresque des écrans est vraiment là pour sensibiliser sur l'usage de nos écrans, ce qui se cache derrière en termes de bulles, d'algorithmes. Donc elle est vraiment sur l'usage des écrans. La fresque du numérique, donc elle est sur l'aspect plutôt social. La fresque du numérique est plus sur l'aspect environnemental, mais on parle quand même beaucoup de l'humain. Parce que quand on parle du numérique, on parle de fabrication de votre téléphone. Oui. Votre téléphone ou votre ordinateur, allez, on va prendre un ordinateur de 2 kilos. Il a consommé en fait 800 kilos de matières premières qu'on a sorties de la coupe terrestre et des milliers de litres d'eau pour pouvoir le fabriquer. Et donc ça, c'est les ressources, c'est l'environnement, mais avec ça, il y a le travail humain qui va avec. Il faut extraire, il faut aller dans les mines. Il faut raffiner, il faut travailler dans les usines qui assemblent, il faut transporter tout ça. Et puis, dans notre vie de tous les jours, en dehors de l'aspect, je suis beaucoup sur mes écrans, il y a aussi plein de métiers qui ont émergé grâce au numérique, mais aussi certains métiers qui sont des métiers précaires. On parle d'ubérisation, mais nos livreurs de commandes de divers et variés à vélo ou à 2 roues en tout cas, ce sont des métiers précaires qui n'ont pas de garantie de revenus le lendemain, qui sont liés au développement du numérique. Les modérateurs des réseaux sociaux qui voient des horreurs toute la journée défiler sous leurs yeux sont aussi payés à la tâche. Donc voilà, on aborde aussi un peu ça dans la fresque du numérique, sur ces aspects sociétaux et sur les aspects géopolitiques liés aux ressources aussi. Merci Gaëlle. Est-ce que vous ne pensez pas que ces enjeux-là, justement, autour des écrans, du numérique, de ces impacts aussi, parfois dramatiques et tragiques, ils devraient au contraire être étudiés dès le début, dès l'école? Vous intervenez dans l'école, mais est-ce que ça ne devrait pas faire partie justement des programmes scolaires, par exemple? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est assez en avance sur le sujet en France, même si de notre point de vue, ça ne va pas assez vite. Mais en tout cas, on fait partie des pays les plus en avance, à tel point qu'on pousse même des initiatives qui sont reprises au niveau de l'Europe. Typiquement, on a une loi qui s'appelle la loi Rennes, qui a été passée de tête fin 2021, qui a un certain nombre d'obligations pour les administrations, mais aussi pour l'éducation. Et en particulier de sensibiliser les élèves à ces impacts environnementaux. Et pour les écoles qui forment les futurs concepteurs, développeurs dans le numérique, il y a l'intégration de ce qu'on appelle l'éco-conception, qui en gros est comment j'intègre ces aspects, ces impacts dans ma conception de produit pour qu'ils soient le plus durable possible, avec le moins d'impact et le plus maintenable. Donc on a d'une part des lois dans ce sens. Il y a bien sûr toute une stratégie au niveau de l'État sur la réduction de l'empreinte environnementale qui se décline dans les administrations. On a des évolutions de lois au niveau du reporting au niveau européen. Et puis on a vis-à-vis des plus jeunes, la commission en fait sur les écrans qui a rendu ses conclusions la fin avril 2024, donc cette année, avec des préconisations sur des restrictions d'accès aux écrans, aux téléphones pour les plus âgés, avec une notion de majorité numérique. Donc ça, c'est pas une loi, c'est une commission et des réflexions sur lesquelles et le gouvernement alors j'allais dire devrait travailler dans le contexte actuel, et sur lequel les associations travaillent aussi énormément, et qui là est directement en lien effectivement avec la fresque des écrans. Oui, association d'ailleurs très engagée, effectivement, vous en faites partie pour, on l'a dit, un numérique plus sain, plus soutenable et surtout plus raisonné. Merci infiniment en tout cas Gaëlle Mangeon d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'étais ravie de vous accueillir dans l'École du Futur. Je rappelle que vous êtes l'animatrice expérimentée de la fresque du numérique. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Milly Antwi, parce que j'ai dit Adèle au début, mais il s'est passé un bel événement depuis. Milly Antwi, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain, 12h30, comme tous les jours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.